Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 333. Aujourd'hui, on monte sur le ring pour parler boxe. On va revenir sur le dernier combat de Tony Yoka contre le Russe Arslan Yaliev. Événement, Souleymane Cissokho, son pote, est avec nous. Et si le Souleymane a combattu il y a aussi quelques jours, il se rapproche d'une ceinture mondiale. On va en parler avec lui dans le RMC Fighter Club. À mes côtés, comme d'habitude, pour accueillir Souleymane, le pilier du RMC Fighter Club, du podcast Au bord du ring et de la chaîne Baba Versus. Il est aussi coach de pied-point et de boxe anglaise. Vous l'entendez régulièrement sur RMC Sport. Salut Baba. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et puis très content d'être là, Souleymane, bienvenue. Merci. On pourra discuter de tout ça, ouais. Souleymane, merci beaucoup d'être avec nous. Tu étais au bord du ring pour soutenir Tony Yoka. Bonne ambiance à Paris l'autre soir ? Ouais, ça, bonne ambiance, le public était présent, donc c'était pas mal de le voir revenir en France. Et de ton côté, un peu moins de 10 jours après ton combat, tu es de retour à l'entraînement aujourd'hui, tu me disais ? Aujourd'hui. Tu vas commencer à trottiner tranquille et tu vas te remettre à l'entraînement plus dur un peu plus tard. Exactement, un petit footing et puis voilà, on va remonter petit à petit à l'entraînement. En tout cas, 2 de nos combattants de la team solide de 2016 sont désormais tout en haut de l'affiche. Souleymane Cissokho, t'es donc avec nous, on va pas se le cacher, hein. On pensait que Tony Yoka allait nous faire un petit coucou aussi aujourd'hui, finalement il n'a pas pu se libérer. Je le disais en intro, Soulé, la team solide, c'est devenu un mythe en France, hein, pour ceux qui suivent un petit peu la boxe et même pour le grand public. Les médailles que vous avez récoltées en 2016 à Rio, comment ça se passe votre relation, Tony et toi ? Vous êtes toujours très très proches, ça arrive que vous entraîniez ensemble aussi, vous êtes en communication tous les jours, comment ça se passe votre relation à tous les deux ? Honnêtement, on a une très bonne relation, Tony et moi, et puis ça date même d'avant la team solide. On a fait l'équipe de France junior ensemble, cadet, junior, senior. On a intégré l'équipe de France plus ou moins en même temps. Donc oui, Tony, c'est un frère pour moi. Et le reste des membres de la team solide, on est tous toujours connectés, que ce soit avec Christian Mbili, Eli Konki, Hassan Hamzil, Sarah Omraoun ou Estelle Mosseli et Mathieu Bauderlic. On est vraiment tous connectés. Soso Oumia aussi, qu'on n'oublie pas. On est tous connectés. C'est une famille, hein. On a vécu tellement de choses ensemble. Ouais. Qu'on est obligé d'avoir des liens vraiment très 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 forts tous ensemble. C'est vrai que cette team solide, Baba, il y a eu la médaille d'or notamment pour Tony Yoka, la médaille de bronze pour Souleymane. C'est vrai que c'est une équipe qui va rester dans l'inconscient des gens et c'est vrai que la boxe, à l'époque où ça arrive en 2016, attendait cette équipe-là. Ouais, bien sûr, on avait eu des médailles sur l'Olympiade d'avant, on s'en rappelle, mais là, vraiment, il y avait un engouement qui était là, on sentait qu'il y avait une équipe qui était capable de dominer. Faut se rappeler aussi que Souleymane, qui était capitaine de l'équipe, il y avait un Floyd Mayweather qui était impressionné par les perfs de Souleymane. Donc, tu vois, c'est un retour au premier plan qu'on attendait depuis longtemps, nous, Français, en fait, donc ça faisait vraiment plaisir. Je crois que Tony Yoka, il a même un fils qui s'appelle Souleymane. Ouais. Sais si c'est en hommage à toi ou alors c'est... Avant de l'appeler comme ça, il m'a dit écoute mon fils, je vais l'appeler Souleymane comme toi, etc. Donc ouais, c'est une vraie passe, quoi. Tony, c'est un bon gars. Loin des critiques qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une bonne personne. Allez, on va parler du combat de Tony Yoka tout à l'heure. Victoire, je vous le disais, contre le Russe Arslan Yaliev, c'était samedi soir à l'Adidas Arena. On va parler de toi, Soulé, avant, parce que toi aussi, tu as réalisé une très très grosse performance. Tu es désormais challenger officiel à la ceinture mondiale WBC des poids welter. Une place obtenue grâce à ta victoire contre le Lituanien Kavaliauskas le 10 mai dernier. Tu es allé 2 fois au tapis, c'était dur, mais finalement tu y es quand même arrivé. Effectivement, c'était dur. Honnêtement, le combat il était dur face à un bon boxeur qui a de l'expérience. Comme je l'ai dit, il a fait 2 fois les Jeux Olympiques, il a déjà fait un championnat du monde. C'était très solide, ça frappait très fort. Mais voilà, je me suis très bien préparé pour ce combat-là. C'était long, l'attente elle a été longue parce que le combat était initialement prévu au mois de décembre dernier. Je me suis fracturé la main à 10 jours du combat, donc il fallait être encore patient, se remettre dedans. Et puis voilà, je suis très content d'avoir tenu les 12 rounds face à ce boxeur-là. C'est la première fois qu'il fait 12 rounds. Terence Crawford, pound for pound, dit que c'est le boxeur qui lui a donné le plus de
le plus de mal. Donc ça veut dire aussi un peu la performance que j'ai faite face à ce boxeur. Il y a donc 2 fois où tu vas au tapis, notamment une fois où tu passes carrément entre 2 cordes. Alors j'ai revu les images tout à l'heure, c'est vrai que de l'autre côté du ring, il n'y a même pas de table. Donc c'est vrai que tu aurais... Parce que souvent il y a les tables d'arbitre, les tables des juges, les tables des commentateurs. Mais là, il n'y avait rien de l'autre côté. C'est un pied en fait qui te retient aux 2 cordes. Comment ça se passe à ce moment-là? Ça va à 1000 à l'heure dans ta tête, mais comment tu vis ce moment-là? Tu te sens tomber dans le vide, qu'est-ce que tu te dis en fait? En fait, je suis pas vraiment touché sur le coup, donc je reste quand même lucide, etc. Et lorsque je me vois sortir du ring, j'ai un réflexe de mettre mon pied et de m'accrocher avec la main, je me relève tout seul. Et pour la petite histoire, il faut savoir que si le coach, parce qu'il y a un coach qui a couru pour me toucher, surtout le cutman, il m'aurait touché, le combat il aurait été... Règlement, si un des gars de ton entourage qui te touche, fin du combat. Fin du combat. Donc heureusement, c'était à 2 doigts d'arriver. Et puis derrière, je me relève, je prends mon temps et puis je me fais compter et puis je repars au combat. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vis cette situation-là, en tout cas de sortir tu m'étonnes. Du ring. Même à l'entraînement, ça doit pas t'arriver souvent. Non, jamais, ça m'est jamais arrivé à l'entraînement. Mais ça va, j'ai bien géré quand même les 2 fois où j'ai été touché. J'ai essayé de bien gérer. Une fois, c'était en fin de round. Une fois, c'était en début de round. C'est là où c'est le plus dangereux, où c'est le plus compliqué. Parce qu'il faut récupérer tes esprits derrière. C'est ça, exactement. Et puis le mec, il est frais. Ça veut dire qu'on est en début de round, il est frais. Il peut très vite en finir. Mais voilà, je l'ai frustré. Je suis resté dans mon combat. Je suis resté focus, touché sans se faire toucher. On savait c'était quoi la stratégie, c'était de ne pas rester en face à lui, et c'est ce que j'ai essayé de faire du début jusqu'à la fin du combat. C'est vrai que Baba, quand on entend la physionomie d'un combat et qu'on entend ce que raconte Souley, c'est-à-dire que 2 fois il était en grande difficulté à des moments différents du combat, mentalement c'est très dur à gérer, mais du coup on se dit il a fallu vraiment dominer le combat sur l'ensemble des rounds pour pouvoir se voir décerner la victoire derrière. Exactement, parce qu'a priori c'est 2 rounds que Suleiman il perd 18, donc déjà tu prends 2 points de retard à chaque fois, mais si tu gagnes toutes les reprises derrière, tu as fait ton retard et tu reprends l'avantage. Donc ça dit quelque chose aussi de la domination technique du combat sur Suleiman. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est le premier knockdown. Paradoxalement, le deuxième knockdown, il me fait moins peur, même s'il y a les cordes, tu vois. Mais le premier, là, c'est sur un coup, on se dit, ouais, c'est chaud quand même. Mais tout de suite, toi, tu rassures, en fait. Ton premier réflexe, c'est de rassurer ton coin. À quel moment, toi, t'es touché à ce moment-là? En fait, je le vois pas venir le coup. Je le vois pas venir et voilà, il m'éteint. Mais je sens que je suis pas sonné. J'ai déjà été sonné. Je sens que je suis pas sonné. Donc je les rassure tous. Je dis, vous inquiétez pas, ça va, tout va bien, etc. Parce qu'il y en a qui paniquaient. Voilà, ça peut mettre une petite pression. Donc je les ai tous rassurés. Je vais bien, vous inquiétez pas, je vais bien. En fait, j'étais tellement déterminé à gagner ce combat-là. Pour moi, il était plus compliqué que le champion en titre, qui est Mario Barrios. Sans lui manquer de respect, bien sûr, mais. Je savais que c'est le combat qu'il ne fallait pas rater. Et des opportunités comme ça, on n'en a pas beaucoup. Très peu de Français ont des opportunités comme ça. Donc voilà. Après, certains disent que j'aurais pu être un peu plus agressif ou mettre un peu plus de coups, mais il fallait être très stratégique face à ce boxeur. Parce qu'au-delà d'un boxeur qui avance beaucoup, c'est un boxeur qui contre-attaque aussi. Donc donner des coups, c'est se livrer aussi. Et je ne voulais pas me livrer bêtement à faire n'importe quoi. Je voulais juste gérer ma distance, toucher, bouger. Et puis voilà. Tu dirais que maintenant, c'est l'expérience qui t'a fait gagner ce combat finalement? Le fait aussi, comme vous le disiez ensemble, de rassurer ton coin, de leur dire tout va bien, etc. Ça, c'est de l'expérience pure que tu as réussi à retransmettre sur le ring à ce moment-là. Oui, il y a l'expérience. Après, il y a aussi le travail. Beaucoup de travail qu'il y a pour ce combat-là. J'ai beaucoup travaillé les jambes, j'ai beaucoup travaillé le coup d'œil, etc. On savait que ça allait être un boxeur dangereux. Il l'a dit, il est au meilleur de sa forme, etc. Et il a montré qu'il était là. C'est pas parce qu'il avait qu'il a 36 ans que non, il était là, il était présent. Il sait que c'était l'une de ses dernières chances aussi, tout comme moi, je pense, pour faire un title shot. Donc, tu penses, pour toi, tu penses que c'était la dernière possibilité? C'était une demi-finale mondiale, on le rappelle. Tu as un combat, maintenant tu es le challenger officiel, il y a un combat, on va en parler, qui doit se faire potentiellement entre Barrios et Pacquiao, et tu prendrais le vainqueur. Mais pour toi, si tu perdais ce combat, tu n'aurais jamais plus la chance de pouvoir y retourner à ce niveau-là? Je dirais pas jamais, mais en fait la boxe, ça va très vite. C'est un turnover qui va très 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 vite. Moi, avec mon style, je sais que j'ai du mal à trouver des adversaires. Parce que voilà, je mets pas non plus 10 000 KO, mais je suis chiant à boxer. Les mecs vont pas prendre le risque de me boxer parce que voilà, je vais les emmerder, je vais bouger, je vais toucher. Ils ont du mal. Donc je sais que ça aurait mis du temps. C'est pour ça que je voulais vraiment saisir cette occasion-là pour pouvoir
gagner et puis voilà, au moins avoir la chance mondiale. C'est un peu l'école boxe olympique, boxe amateur finalement. Ce qui est en train de raconter Soulé sur le style. Ouais, bah c'est vrai que le style, il est. Après, c'est très adapté aux professionnels parce que sur 3 rounds, tu es sur un style, un format différent. C'est difficile. Moi, je dis toujours, la boxe amateur, c'est difficile. La boxe olympique, pardon, parce que pour certains combats, tu es presque sur du fractionné. Alors que tu vois, sur 10 rounds, 12 rounds, tu peux construire ton combat. Surtout quand tu es quelqu'un qui sait contrôler le ring comme Suleiman, qui sait contrôler le ring, qui sait contrôler la distance, qui sait un petit peu balader son adversaire face à un taureau. Même Crawford, hein, il a dû boxer sur les jambes, tu vois, contre Cavalo-Casas, donc c'est pas simple. Mais de toute façon, je voulais le dire, le problème avec Suleiman, c'est que c'est un boxeur qui va être chiant à boxer. En fait, c'est un boxeur avec gros risques et récompenses peu élevées, en tout cas, avant d'être dans la position dans laquelle tu es, parce que maintenant, tu es classé numéro 2 pour la WBC. Le numéro 1, il faut rappeler, c'est Devin Haney, qui était le champion de la catégorie d'en dessous. T'as pas eu envie, parce que tu es conscient potentiellement de ça, tu sais qu'il faut en faire parfois 2 fois plus pour convaincre les juges aussi, pour qu'ils te décernent la victoire à la fin d'un combat. T'as jamais voulu changer ton style pour essayer justement de donner plus de spectacle? Tu préfères te concentrer sur les bases que tu maîtrises? Bah, en fait, je voyais que au-delà des 2 knockouts, en fait, si on les met de côté, je maîtrisais le combat. De A à Z, il me touchait pas. Après le combat, on a vu mon visage. J'ai pas pris vraiment de vrais coups. Ouais, bien sûr. Il y a même 2-3 fois dans le combat où je me suis dit voilà, je reste, je bloque ses coups, etc. J'ai pas pris de vrais coups au visage, où je me suis pas fait marquer, etc. Mais je voulais vraiment pas sortir de la stratégie parce qu'on sait que c'est un boxeur puissant. Sur un coup, il t'éteint et c'est fini. Donc je voulais pas prendre de risques, mais dominer le round, etc. Et je voyais mon coin qui me disait ok, Suleiman, là c'est bon, continue comme ça, tu gères comme ça, etc. Et je savais que j'étais en avance, en tout cas au 8e round, je savais que j'étais en avance de 2 rounds. Ouais, c'est vrai qu'avec les 18 qui ont été notés pour ton adversaire, c'est forcément que tu avais dominé beaucoup de rounds derrière et avant. Il y a une séquence un peu émotion chez nos confrères de l'équipe où tu parlais avec Brahim Asloum. Il a été hyper élogieux à ton égard. Vous connaissez très bien, vous avez un gros passif ensemble. Il a salué ton intelligence, ton courage et aussi tes tripes. On parle d'un combattant qui a été médaillé olympique comme toi, et derrière qui a été champion du monde. C'est un peu le chemin que tu as envie de suivre aussi, celui de Brahim Asloum. Bien sûr, Brahim, c'est le grand frère, hein. On le dit, c'est que il est passé par là où on est passé. Il a eu énormément d'expérience et surtout il est bienveillant. Il est bienveillant envers nous. Ça a été un grand athlète parce que comme tu l'as dit, il a été champion du monde et champion olympique. Donc c'est un exemple à suivre et il était là au combat. Ouais. Il m'a beaucoup encouragé et ça fait plaisir parce que c'était de la force. On en avait besoin de force pour ce combat et c'est dans des moments comme ça où on se dit ouais, le public vraiment ça te pousse, ça te tire vers le haut et il fallait faire vraiment preuve de résilience sur ce combat-là. Il fallait y aller au mental. Il fallait y aller au mental. C'était un combat qui n'était pas facile, mais voilà, il fallait être fort mentalement pour dire ok, je vais vous rassurer, mais moi vous allez voir que je vais pas lâcher le steak. Et jusqu'à la fin du combat, j'ai continué à bouger au niveau des gens, mais les gens ils comprenaient pas. Ils me disent mais attends, comment tu as physiquement, comment tu as réussi à tenir à 12 rounds en bougeant comme ça, en l'emmerdant. Et c'est vrai que ça a été en tout cas salué par beaucoup. Il y a une préparation aussi qui a été très intense, comme tu le disais. Tu es retourné à l'INSEP un petit peu pour cette prépa. Je crois que c'était pendant 2 mois, à raison de 2 jours par semaine, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que tu es revenu aux bases, en fait, avec des entraîneurs que tu connaissais, qui t'ont fait débuter, même quand tu étais chez Amateur. Qu'est-ce que ça t'a apporté là, de retrouver cette base? Ça m'a fait un grand bien de retourner à l'INSEP. C'est un peu la maison mère. Hein. On a tout fait là-bas. Et j'étais avec Mariano, donc le coach national cubain. Et on a beaucoup travaillé sur les bases, sur le déplacement, sur le coup d'œil. Moi, j'ai parfois besoin de repartir à l'INSEP, surtout chez les jeunes, parce qu'ils vont vite, ils mettent beaucoup de coups. Donc, ça te permet de travailler ton regard, ton coup d'œil, etc. Et de garder toujours cette vivacité-là. Parce qu'en boxe pro, c'est beaucoup plus posé et ça change un peu de la boxe olympique et de la boxe professionnelle. Et ça m'a fait un grand bien. Ça m'a fait un grand bien de retourner avec les jeunes, de travailler avec eux, montrer que j'étais encore, que je suis toujours là, je suis toujours présent. Et même pour ça met en confiance. Que je dire, je peux être encore là avec l'équipe de France, etc. Face à des jeunes. C'est vrai que Baba, en retour aux bases à l'INSEP, et en plus de ça, se mettre en confiance face à des jeunes, sur le papier, même toi qui es coach, ça peut être encourageant de pousser des gars vers leur base et de dire allez revoir ce qui se fait à côté. Et comme ça va vous conforter dans ce que vous savez faire. Non seulement ça va conforter, puis en plus je trouve que
il faut avoir l'humilité nécessaire de se dire c'est pas parce que je suis arrivé moi à un certain statut qu'il faut que j'arrête d'aller tourner avec ces gars-là et tout. En fait, il faut aller se mettre en danger avec ces mecs-là, se rappeler qu'eux, ils ont la dalle, ils sont en train de monter et qu'en face, ils vont avoir un médaille olympique. Donc eux-mêmes, c'est l'entraînement, mais c'est la boxe. On sait comment ça marche. Voilà, Souleymane, il arrive, les mecs, je vais montrer que moi, en fait, je peux faire quelque chose face à un médaille olympique. Ça te permet ensuite, toi, d'être plus à l'aise. Il y avait quelqu'un aussi dans ton coin, je pense, qui est important, en tout cas, qui était là. Je n'ai pas vu s'il était dans ton coin, mais il était là, en tout cas, dans ton entourage. C'est André Berthaud. Qu'est-ce qui t'a apporté, lui, dans cette préparation-là? André Berthaud, c'est pareil, c'est un grand frère. Hein. On s'est entraîné ensemble. On s'est entraîné ensemble, on a tourné pas mal ensemble parce qu'il était avec Virgil Hunter pour quelques combats. Et pareil, il a fait les Jeux Olympiques, il a été champion du monde chez les professionnels. Et on a toujours gardé de très bons liens ensemble. Et puis voilà, il était là dans le vestiaire, il me rassurait. Tu sais, les Américains un peu, voilà, dans le vestiaire, il met un peu l'ambiance. Etc. Et voilà, il te rassure, il te donne beaucoup de conseils. Moi, je le regardais aussi. Travaille ton jab, continue de bosser. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un environnement qui est positif. J'ai un environnement vraiment autour de moi qui est très positif. Ils sont tous derrière moi et ils veulent tous ma réussite. Et ça fait la différence lorsqu'on a un entourage comme ça, solide, de mecs qui veulent ta réussite et qui sont derrière toi, qui te motivent, qui te poussent. Ça aide beaucoup. Et 1 an et demi sans combattre aussi, avant ce fight, ça aussi, c'est quelque chose à gérer dans une carrière quand tu as des périodes aussi longues sans avoir de fight. C'est vrai que là tout à l'heure, tu disais... Moi, dans les comparaisons parfois avec d'autres sports, les sports de combat, ça peut être des sports où tu vas combattre très rarement. C'est-à-dire que tu vas prendre d'autres sports, le tennis, etc. Toutes les semaines, tous les jours, tu te compares à d'autres mecs en fait. La boxe, tout ça, tu as des champions de l'entraînement, du sparring, du sac, comme vous le dites souvent. Et finalement, combattre, ça arrive qu'une fois de temps en temps. Toi, il y a eu 18 mois d'arrêt entre ton dernier combat et celui-ci. Ça aussi, mentalement, ça t'a presque fait du bien de pouvoir prendre plus de temps, te préparer autrement par rapport à d'autres combats? C'est du 50-50. En fait, je pense que moi, personnellement, ça a toujours été l'activité, c'est mon plus. Plus je vais être actif, mieux je vais être. Là, c'est vrai que 18 mois, ça a été long. Très, très, très long. Hein. 1 an et demi, c'est beaucoup. Surtout revenir directement face à Kavalauskas, qui est un très bon boxeur. Bon, heureusement que lui aussi, ça faisait 15 ou 16 mois qu'il n'avait pas boxé, mais ça reste beaucoup. L'inactivité, ça nous dessert parce que plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué. Aussi, mais pendant ce temps-là, je me suis entraîné. Moi, j'essaie de maintenir une très bonne hygiène de vie. J'essaie de faire attention à ce que je mange. J'essaie de faire, je sors pas, je bois pas. C'est pas mon truc. Donc voilà, j'essaie d'avoir une très bonne hygiène de vie. Oui, il y a le poids un peu, bien sûr, il y a du poids à perdre, etc. Mais dans l'ensemble, ça va. J'arrive à bien gérer. Et je pense que ce combat, il est tombé au bon moment. La blessure, ça n'a pas été pour rien. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Et je l'ai pris au bon moment. Et au final, on est tous contents parce qu'on a eu la victoire. Tu fais partie des boxeurs qui sont prêts toute l'année. C'est-à-dire que même si tu n'as pas un combat de bouquet, si on t'appelle du jour au lendemain comme ça, tu peux être prêt en 2 semaines, par exemple, pour faire un combat qu'on va dire short notice, ou t'aimerais pas faire un combat sans prépa, mais je veux dire, est-ce que tu es prêt tout le temps parce que tu as une bonne hygiène de vie? Ouais, je pense que je suis quand même assez prêt tout au long de l'année. Après, j'ai des coups, je redescends un peu, c'est humain. Et puis, pour éviter les blessures et autres, ça fait pas ça fait du bien par aussi. exemple, après un combat, tu vas quand même un petit peu calmer la reprise. C'est ça, on calme, on prend son temps, on se fait plaisir, on voyage parfois, etc. Ça, c'est très important. Un peu de shopping aussi. Un peu de shopping. Pour moi, parce que Souley est très stylé aussi. Hein. À chaque fois que je te vois, des fringues différentes. Donc, je pense qu'il y a un peu de shopping là-dedans. Ah oui, ça fait plaisir. On fait un sport tellement dur qu'on a envie de se faire plaisir. Il faut. Se récompenser aussi, ça c'est pour moi c'est très important. On galère tellement aussi et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Parallèle avec Manon Fiorot d'ailleurs, c'est un petit peu un passe-temps qu'elle a de très marquer le shopping. On va parler de la suite du coup quand même pour toi, parce que là ça peut s'annoncer très 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 intéressant, et quoi qu'il arrive ça le sera. Il y a un champion du monde actuel qui s'appelle Mario Barrios, champion du monde WBC des poids welter. Le combat, je crois qu'il n'est pas officiel encore, mais il devrait combattre au mois de juillet Manny Pacquiao, ce qui voudrait dire que Souleymane Cissokho va affronter soit Mario Barrios, soit Manny Pacquiao. Donc déjà, c'est un truc de fou sur le papier. On a quand même le Français maintenant le plus proche d'une ceinture mondiale. Comment ça va se passer pour toi mentalement quand tu vas regarder ce combat, et qui est-ce que tu préférerais affronter en voyant ce fight? Honnêtement, si je dois signer pour quelqu'un, ce serait de rencontrer Manny Pacquiao, parce que c'est une légende.
C'est un grand monsieur Ce de la serait boxe. fou. Pour Ce moi, serait fou. lorsque j'étais petit, je le regardais, je le regarde toujours d'ailleurs. Manny Pacquiao, c'est exceptionnel. Après, oui, certes, il a 46 ans, etc. Sur le papier, voilà. Mais Manny Pacquiao, ça serait exceptionnel. Mario Barrios, je le connais très bien. On s'entraînait plus de 5 ans ensemble. On a fait plus de 1000 rounds de sparring ensemble. On avait le même coach avec Pierre Zellunter. Donc, on se connaît très bien. Il m'a envoyé un message, par exemple, avant mon combat. Lorsqu'il vient à Paris, on se voit, etc. Bon, après, pour une ceinture, c'est comme ça. Ça vaut le coup. On va se rencontrer s'il faut se rencontrer. Mais oui, je vais suivre attentivement ce combat. Je vais peut-être, entre-temps, avoir peut-être un combat de préparation en fonction de si c'est Mario Barrios ou si c'est Pacquiao, en fonction de l'adversaire. Comme ça, je sais que je serai à 100% pour le championnat du monde, qu'on espère faire d'ici la fin de l'année. Fin de l'année 2025, du coup, le combat pour la ceinture WBC face à l'un des deux. Ton game plan face à l'un et face à l'autre, comment est-ce que tu l'adapterais? Est-ce que tu sais déjà ce que tu mettrais en place si tu combattais Barrios ou si tu combattais Pacquiao? Moi, je réfléchirais plus pour Pacquiao parce que Mario Barrios, vraiment, on se connaît très bien. Ouais. Alors, on a fait énormément de rounds ensemble. Après, attention, il a changé de catégorie, il est beaucoup plus puissant. On voit, il est beaucoup plus dense physiquement, etc. Donc, il faudra être prêt à 100% de toute façon pour ces deux combattants-là. Et puis, Pacquiao, ce qui est bien, c'est que c'est un gaucher. Moi, j'aime beaucoup boxer les gauchers. C'est particulier, hein. Ouais, c'est particulier. Et en professionnel, je n'ai pas beaucoup boxé, mais j'ai été énormément de fois à Cuba. La majeure partie des boxeurs là-bas sont gauchers. Et moi, je sais que j'ai une facilité, entre guillemets, à boxer les gauchers. Ça a toujours été. Parce qu'il y a beaucoup de droitiers qui n'aiment pas boxer les gauchers. Toi, c'est plutôt quelque chose que tu aimes bien. Ouais. Après, c'est vrai que la plupart des droitiers qui aiment bien boxer les gauchers, c'est ceux qui ont une boxe plutôt intelligente, qui réfléchissent comment ils boxent. Maintenant, pour la question de Charles, elle est quand même très importante, je trouve, parce que Mario Barrios, tu l'as dit, tu as fait 1000 rounds de sparring avec lui. Comment on prépare un combat de boxe professionnel avec un mec qu'on connaît sur le bout des doigts, j'ai envie de dire? Comment tu fais, en fait, tu vois, pour le surprendre? C'est délicat. En fait, je pense que déjà, il ne faut pas se rester sur ce qu'on a fait dans le passé. Il faut sortir de ça parce que Mario Barrios, il était dans la catégorie en dessous. C'était toujours un bon boxeur, mais voilà, il était dans la catégorie en dessous, il perdait beaucoup de poids, etc. Donc je me fie pas à ça. Là, je me fie sur ces dernières apparitions, et puis voilà, je vais me concentrer sur ça et je vais me donner à fond. Je vais me donner encore plus que n'importe quoi. Là, c'est pour être champion du monde. Faut quand même se rendre compte de ce que c'est. La chose, c'est du moins médaille. Même à l'échelle nationale, en France, ce serait juste énorme que tu deviennes champion du monde. Bien sûr. Et que on peut penser à Christian Mbili aussi, mais ce serait énorme qu'un Français à l'international comme ça brille. Et à mon avis, quand même, si c'est face à Manny Pacquiao, la résonance, je sais pas ce que tu en penses, Baba, mais elle serait quand même assez particulière. C'est comme le dit Suleiman, ok, il a 46 ans, Manny, moi le premier, hein, tu vois, quand il a dit qu'il revenait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait encore, pourquoi? Et puis ensuite, tu as le deuxième effet qui se coule, où tu te dis, attends, mais c'est la KT de Souley, c'est la ceinture, c'est la fédé dans laquelle Souley il est. Ouais, ok, je prends, tu vois. Si jamais en plus ça se passe bien avec ta promotion en partenariat avec Mohamed, avec Boxium, si dans le meilleur des cas possibles, c'est Pacquiao, et puis en plus vous arrivez à remporter l'enchère et que du coup vous organisez le combat, on est tout de suite sur un des plus grands événements pour la boxe en France de tous les temps. Tu vois. Ouais, on fait souvent ce classement-là pour le MMA en se disant lesquels de ces combats te rentrent dans le top 10 des combats les plus importants de l'histoire de la boxe du MMA en France. Je pense que demain tu mets Souley mais d'ailleurs que ce soit contre Barrios ou contre Pacquiao, ça prend une ampleur qui est enfin on va pas le faire tout de suite, mais c'est sûrement top 5 direct, quoi, un Souley contre Pacquiao. Ouais, mais c'est clair, c'est tout de suite, c'est top 5 évidemment. Pacquiao, voilà, c'est un nom, c'est le seul boxeur champion dans 8 catégories de poids. Il a capturé l'imagination de tous les fans. Mais justement, avec tout ce que je suis en train de dire, Suleiman, en fait, c'est de me dire, c'est que toute proportion gardée, tu fais ta carrière de boxeur et tout. Moi, par exemple, je viens du pied-point, c'était Danny Bill, mon gars, tu vois. Mais j'aurais jamais pu boxer avec Danny Bill. Comment toi t'approches tu te dis, c'est un mec que tu as vu boxer depuis que tu es petit, et imagine demain tu es face à lui, quoi. Ce serait fou, vraiment. Là on parle de ça, mais en fait je pense que je réalise pas vraiment tout à 100% parce que c'est vraiment une légende, Manny Pacquiao. J'ai regardé énormément de ses combats, c'est une belle personne en plus. En dehors de ça, il fait beaucoup de choses en dehors de la boxe, et moi je suis très inspiré par ces gens-là qui sont champions sur le ring et en dehors du ring. Et Manny Pacquiao, il aide beaucoup dans son pays, il est beaucoup investi, etc. Donc ce serait énorme. Après, la ceinture vaut le coup. J'ai envie de dire que ce soit Manny Pacquiao ou un pote à moi qui est Mario Barrios, la ceinture vaut le coup. C'est une ceinture de champion du monde. On rentre dans l'histoire de la boxe. Donc voilà, que ce soit Manny ou quoi, je vais essayer de faire abstraction de tout ça. On va pas faire le fan qui boxe face à son idole, etc. Voilà, le danger là. On va rester dans le truc. Bien sûr qu'il y a du respect. En dehors du ring, il y a du respect, mais sur le ring, il faudra tout donner. Et moi, c'est ça ma mentale. Il y a pas de, peu importe la personne qui aura en face.
c'est sur le ring qu'il faudra vraiment tout donner. Et puis tu parles des champions que tu admires. Tu es un grand consommateur et fan de sport de combat aussi, parce qu'on s'était croisé par exemple pour Cyril Gane contre Francis Ngannou à Los Angeles. Tu fais aussi beaucoup de déplacements. Tu as été toi-même au cœur de beaucoup de très gros événements. Donc tout ça, ça crée ton expérience. Tu te nourris aussi de ce que tu vois, de ce que tu observes. On va parler de Tony Yoka dans quelques minutes. Tu t'observes, ça te nourrit tout ça et ça renforce encore ton expérience. Carrément. Le fait d'aller voir des événements. Moi, je suis un passionné de sport. Ouais. Je vais voir énormément de sports, même des sports qui sont vraiment hors combat, donc pas des sports de combat. Je vais tout voir et je puise quelque chose dans tous ces événements-là. Voilà, je vois l'adversité, je vois ce qui se passe, je vois dans la tête les athlètes, ce qu'ils ont, le regard. Voilà, je m'inspire d'énormément de choses et ça, je pense qu'en tant qu'athlète, c'est très important. Souleymane Cissokho, merci beaucoup. On a bien parlé de ton combat. Je pense qu'on peut espérer, donc pour 2025, tu l'as dit qu'on pouvait espérer une ceinture de champion du monde, en tout cas un combat de championnat du monde contre soit Mario Barrios, soit contre Manny Pacquiao. Deuxième partie de l'émission, les amis, on va parler maintenant de Tony Yoka. Tu étais sur le bord du ring pour soutenir ton pote à l'Adidas Arena de Paris samedi soir. C'était contre le Russe Yaliev, du coup. On va parler du contexte d'abord qui entoure Tony Yoka, parce que Tony, on en parlait en off avec Baba tout à l'heure, clairement, en fait, depuis 20 ans, des énormes stars qui transcendent un petit peu le sport. Il y a eu Brahim Asloum, peut-être Jean-Marc Mormet qui a une époque, et il y a eu Tony Yoka aussi depuis 2016, depuis qu'il a été champion olympique. Comment tu le sentais, toi, avant ce combat? On sait qu'il y a eu des périodes très compliquées pour lui depuis 3 ans et depuis sa première défaite sur les 3 qu'il a subies derrière. Comment tu le sentais, tout simplement, toi, en tant que pote et en tant que proche de Tony Yoka avant ce combat? Avant le combat, Tony, il était bien mentalement, physiquement. Il s'est très bien entraîné. Il savait que voilà, c'était son dernier combat aussi avec le groupe Canal, donc il avait à cœur de bien faire. Quelques jours avant le combat, il est devenu papa aussi, donc ça. C'était 48 heures même. Ouais, 48 je crois que c'était 48 heures, ce qui est assez le fou. Jeudi, le jeudi, c'est la boxe samedi, donc oui, donc 48 heures avant le combat, il est devenu papa. C'est fou ce qui s'est passé avant le combat, mais Tony était bien, il s'est très bien entraîné, il était focus, il avait envie de bien faire, et au final, il gagne le combat face à un boxeur qui était quand même très 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 solide. C'était pas un combat facile. Est-ce que tu avais l'impression, enfin, parce que on va pas se mentir, autour de Tony, c'est très passionné dans les deux sens, tu vois, dans le positif comme dans le négatif. Est-ce que lui, tu sentais qu'il avait de l'appréhension par rapport à son retour en France, parce que il s'est judicieusement mis à l'écart en Angleterre pour pouvoir se reconstruire tranquillement, mais là c'était un retour très médiatique, on le sait. Est-ce que de son côté, tu sentais quelque chose d'appréhension peut-être ou... Honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai senti, c'est que Tony, il était déterminé. On a vu quelques interviews. Il pensait même qu'il allait gagner même avant la limite. Ça montre un peu le niveau de confiance qu'il avait avant ce combat-là. Il s'est très bien entraîné. Il n'a pas triché. Moi, je l'ai senti focus, proche de son public, proche des gens. Il était ouvert à tous les médias. On a eu un Tony vraiment qui était bien dans sa tête et dans sa peau, et ça c'est très important. Justement, Tony, on va l'écouter juste après son combat. C'était au micro de nos confrères Canal+, justement. Beaucoup de remerciements et on a senti beaucoup d'émotions chez Tony Yoka. Merci à tous. Ça a été 2 ans très très durs. Je sais que j'avais envie de faire mieux. Vous avez envie que je fasse mieux. Et je m'excuse pour ça. Il y avait énormément de pression, mais c'est grâce à vous que je suis là ce soir. Je vous vois tous ceux qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, je vous vois. Et c'est grâce à vous tout ça. Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés. Pareil, on est obligé de dire la vérité aussi de ce qu'on voit. Tony Yoka, il provoque parfois des déferlements, pas de haine, mais il y a des haters, beaucoup de haters autour de Tony Yoka. Ce combat, sincèrement, il l'a gagné. Il y en a certains qui parlent de vol, etc. Que certains puissent donner potentiellement de 1 round la victoire aux Russes, de 1 round à Tony, ou alors un match nul ou quelque chose. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de vol. En tout cas, pour moi, Baba, je pense que tu seras d'accord avec moi, le mot vol, il n'est pas du tout adapté. Il y a quand même beaucoup de messages négatifs à l'encontre de Tony Yoka. Comment est-ce qu'il a réussi à vivre avec ça? Parce que finalement, depuis qu'il est connu et depuis qu'il a connu des défaites, c'est ça qui vit quasiment après chacun de ses combats. Comme il le dit, c'est qu'il reçoit, c'est vrai, il y a pas mal de messages négatifs, etc. Mais ça se noie dans le positif. Et c'est là où il faut se concentrer. Et il reçoit certes des messages négatifs dans les réseaux, mais ça représente vraiment un faible pourcentage des messages positifs qu'il reçoit. C'est pour ça que là, il a été vraiment reconnaissant envers le public, envers les gens, leur dire merci. Même s'il ne répond pas aux messages, il voit tout, il reçoit tout. Et ça lui donne énormément de force. Et c'est pour ça que
il a raison. Maintenant, il faut vraiment faire abstraction de tout ça. Les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Surtout en tant qu'athlète, on peut vite être touché parce qu'on s'entraîne tellement dur, on souffre, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et les gens sont parfois très méchants, mais ils sont derrière leur ordi. Voilà, c'est même pas des sportifs. Et je pense que Tony, il a compris ça, il a très bien compris. Et là, il se focalise vraiment sur le positif qu'il y a. Donc voilà, ces gens-là, ils sont derrière moi, ils me donnent de la force, je vais être reconnaissant envers eux, je vais essayer de bien faire. C'est vrai que je n'ai pas tout bien fait, mais je vais essayer de bien faire. Et puis, il est reconnaissant, c'est ça qu'il faut retenir, moi, je pense, dans tout ça. Là où Baba, c'est assez étonnant avec Tony Yoka, c'est que même de la part de gens qui connaissent la boxe, et en fait, il peut aussi provoquer des débats qui parfois n'ont pas lieu d'être, même de la part de personnes qui sont soit dans le milieu, soit qui vraiment sont de très fins connaisseurs de ce qui se passe sur le ring. C'est pour ça que je parle de passion, vraiment, parce que c'est assez surprenant de voir d'anciens boxeurs, des coachs qui enseignent la boxe au quotidien. Et on voit que Tony est assez clivant parce qu'on va avoir des avis très péremptoires sur le sujet. Tu vois, tu vois là, c'est un vol. Du vocabulaire que ces personnes-là n'utiliseraient pas en temps normal, parce que normalement, ils ont cette mesure-là. Ils ont été dans le ring, ils ont senti les coups, ils ont ressenti la pression. Mais c'est vrai que tu sens que... faut dire les choses et mettre les pieds dans le plat. La communication qu'il y a eu en début de carrière pro, la conquête, etc., qui a été mal perçue par le milieu de la boxe, tu es dans le milieu comme moi, donc tu le sais, bah, tu as l'impression qu'il pourra jamais s'en dépêtrer, en fait. Ouais. Je suis d'accord. Le même sentiment. Ça le suit et je pense que ça va continuer de le suivre, hein, mais je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de continuer à gagner, continuer à progresser, essayer de tout faire pour gagner et devenir champion, quoi. C'est la seule chose à faire. Toi tu es très souvent avec Tony. On sait bien qu'entre les commentaires qui peuvent être écrits sur les réseaux, sur Internet, et ce qu'on voit dans la réalité, souvent il y a un gap, hein, il y a quelque chose qui est énorme. Toi, tu es souvent avec lui et tu étais dans la salle l'autre soir. C'est quoi l'atmosphère que tu as ressentie autour de Tony l'autre soir? Et quand tu te balades avec lui, je pense que vous croisez plus de gens qui vont vous féliciter l'un et l'autre plutôt que de gens qui vont dire à Tony et qui vont essayer de lui dire ce qu'ils auraient écrit en fait sur les réseaux. Oui, moi, je l'ai vu, ne serait-ce que pendant les Jeux Olympiques, on était ensemble, on supportait l'équipe de France, etc. Il faut voir l'amour que le public donnait à Tony. Donc 2020, à Paris, 2024, ça devait être énorme. Énormément de photos, de vidéos, même des forces de l'ordre de partout. Tony, c'est vraiment... c'est une vraie star. C'est une star, ouais. C'est une vraie star. Faut voir dans la rue, on l'arrête tout le temps pour des photos, etc. Et ça montre aussi que le public l'aime aussi, malgré tous les messages négatifs et autres. Il est aimé. Il est aimé. Après, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je le connais, je sais comment il est. Et je l'ai toujours vu comme ça, Tony. Et c'est pas une mauvaise personne. Ouais. Et les gens confondent tout, en fait. Ils voient quelqu'un qui est grand, qui est assez beau gosse, etc. Ah, il se la raconte. Ah, c'est... Vous le connaissez pas personnellement. Moi, je sais que Tony, c'est quelqu'un, par exemple, qui est très généreux, qui donne beaucoup, qui est un peu même trop généreux. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Après, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Personne, ouais. Voilà, on en demande parfois trop, mais comme l'a dit Baba, c'est que la communication a mal été gérée, je pense, au début. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites autour de lui, et ça lui a causé du tort, je pense, surtout sur le début de la carrière, et ça va l'entacher peut-être jusqu'à la fin. Ce qu'il aurait dû faire différemment, c'est par exemple ces moments où il va dire qu'il va battre les meilleurs mondiaux alors qu'il n'a pas encore fait des combats qui vont le préparer à affronter ces meilleurs mondiaux. C'est ce genre de communication qui lui a desservi. Après, je pense que c'est sa mentale. Aujourd'hui, Tony, il a été champion du monde junior. Enfin, il a gagné les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il a été champion du monde senior. Il a été champion olympique. Quel mental il doit avoir? C'est de se dire, je vais gagner les meilleurs. En fait, il est numéro 1 en boxe olympique. Il a tout gagné. Donc, d'être là, se dire, peut-être, si je rencontre lui, je vais voir. Non, c'est sa mentalité. C'est comme ça, c'est sa communication. Et je pense qu'indirectement, ça rassure certains combattants. Il y a certains combattants, ils mettent la barre très haute pour se dire, OK, là, j'ai parlé, il faut que j'assume. Voilà, malheureusement, ça l'a desservi, mais je pense qu'on a besoin de champions comme ça qui s'affirment, qui se disent voilà, je veux être champion et je vise le top. Il va pas viser ceux qui sont numéro, je sais pas combien mondial et se dire peut-être que je vais les battre. Non, il a raison. Moi personnellement, je suis pas comme ça, mais lui, peut-être c'est sa source de motivation de se dire que voilà, c'est eux les meilleurs et je vais battre ces meilleurs là. En général, lorsqu'on voit les statistiques, la majeure partie des champions du monde heavyweight, donc des poids lourds ou champions olympiques et heavyweight, ils sont devenus champions du monde professionnels. Donc lui, la suite logique, c'était de devenir champion du monde professionnel et c'est pas fini. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas, je lui souhaite. Non, mais dans le fond, quand on entend ce que tu dis, est-ce que ce qui lui a pas le plus porté préjudice, c'est les défaites?
Parce que s'il annonce de pouvoir battre tout le monde et que forcément il vient prendre 3 défaites contre des mecs, à part Carlos Takam, qui n'était pas hyper connu du grand public, en fait c'est peut-être juste ça qui est venu mettre un coup d'arrêt à sa carrière et aussi à la perception que les gens avaient de Tony Yoka. Ouais, le problème il est là. Le problème c'est entre la perception et la réalité, du paysage des poids lourds au moment où Tony Yoka fait son entrée dans le monde professionnel. On est sur un renouveau, principalement en Grande-Bretagne. Il y a d'un seul coup, tu as 10 poids lourds qui sortent et tout le monde est bon. Il y a ses partenaires aussi, ses anciens adversaires des Jeux Olympiques qui arrivent en même temps que lui. Il y a Ergovic, il y a Joe Joyce. Tout de suite, eux, ils arrivent à monter. Mais parce qu'ils ont l'exposition de Matchroom en Angleterre sur les énormes galas d'Anthony Joshua. C'est vrai que Tony, c'est différent parce qu'il est tête d'affiche dans son propre pays d'un sport qui est, somme toute, très peu suivi. Et nous, simplement, la boxe et les sports de combat en général, c'est tu dis donc on te croit. Et comme lui, il a affiché ses ambitions assez rapidement, quand tu affiches tes ambitions comme ça, tu as ceux qui te disent il a raison de parler comme ça, et puis il y a ceux qui te disent ouais, mais toi tu parles trop et trop vite, on va être là quand tu vas perdre. Et évidemment, quand tu perds, tout le monde est là pour dire alors, vous voyez, je vous avais dit, il est pas si bon que ça. Alors qu'en fait, c'est un sport où la défaite fait partie du truc. Des mecs qui terminent invaincus, il n'y en a pas 10 dans l'histoire de ce sport qui a 200 ans. Donc c'est particulier parce que évidemment, il y a des erreurs de communication de sa part et des personnes qui étaient autour. Après, comme le dit Souleymane, personne n'est parfait. Moi, j'ai l'impression que c'est des erreurs de com qui seront jamais pardonnées. C'est la perception que j'en ai. Je le connais pas, Tony. Je l'ai jamais vu de ma vie. C'est la première fois que je l'ai rencontré s'il venait aujourd'hui. Je suis pas là en train de défendre un mec avec qui j'ai grandi. Simplement, je pense qu'il faut aussi savoir raison garder autour de lui. Il a fait ce qu'il devait faire en s'éloignant. Il est revenu. Il a remporté un combat difficile contre un adversaire difficile. Est-ce qu'il y a l'opportunité de devenir champion? Je sais pas. Tu vois, c'est compliqué, mais on verra. On va parler du combat techniquement dans un instant. Juste à nouveau au micro de Canal+. C'est vrai qu'il a, je pense, une dent contre le public français parce qu'il y a certains moments où il a été entre guillemets maltraité par le public français. Malgré tout, samedi soir à l'Adidas Arena, je pense qu'il avait un message plutôt rassembleur. On va l'écouter. En France, on a énormément de bons boxeurs. Il y a Souleymane Sissoko, il y a Kevin Elesadio, il y a Bruno Suras, il y a Bakary Samaké, une pépite. Je vous jure, il y a plein de bons boxeurs ici. On a juste besoin de soutien et que les télés nous fassent confiance. J'aimerais qu'un jour, dans une salle comme celle-là, tous les noms que je viens de citer, moi, Kevin, Soulé, Bruno Suras, Bakary Samaké, on boxe tous ici devant vous. Bon, Soulé, t'es cité à 2 reprises là, par Tony parce que forcément t'es dans les 5 boxeurs les plus en vue actuellement en France. Tu penses que ce serait une bonne idée de pouvoir faire une carte quasiment 100% française ou en tout cas avec un gros nom sur chaque combat français en France? C'est ce que tu aimerais faire aussi? Ce serait ton rêve comme est en train de le dire Tony ou pas? Je pense que ça serait exceptionnel. On a besoin de ça. La boxe a besoin de ça pour se relancer. Voilà, tous les noms qui viennent de citer, il y en a d'autres. Je pense que là, on remplirait de très belles salles face à de très bons boxeurs. On est tous bons, mais voilà. On a besoin d'être tous ensemble parce qu'on est tous plus ou moins de notre côté. L'autre, il l'organise là, l'autre, il boxe là. Mais réunis tous ensemble, je pense que ça peut faire vraiment un très gros gala. Objectivement, est-ce que toi, tu as des reproches à faire au public français? Moi, je pense que le public français est parfois très dur. Très dur envers les boxeurs. Vous savez, lorsqu'on est au foot, on a un match toutes les semaines, les défaites, on les pardonne, on peut leur pardonner, etc. Mais les sports de combat, il y a cette culture de « Ah, il a perdu, on va lui cracher dessus ». Mais il faut se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et on ne se rend pas compte. En fait, on fait beaucoup de sujets en immersion avec un tel, etc. Mais on ne vit pas au quotidien à 100% du boxeur et même à l'intérieur des combattants, hein, pas que des boxeurs, mais vraiment des sportifs de haut niveau. On ne vit pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est beaucoup de travail. Ça mérite au moins le respect. Vous ne pouvez pas cracher sur un boxeur comme ça ou un combattant comme ça. On ne peut pas. On ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait. Et puis, c'est fait pourquoi? C'est fait bien sûr pour l'athlète lui-même, mais il représente un pays. Soutenez-le. Lorsqu'on va en Angleterre, moi, je vois comment le public est derrière Anthony Joshua. Il a enchaîné les défaites, mais il remplit toujours le Wembley Stadium. Il remplit tout. C'est une big star là-bas. Le public est toujours derrière lui, malgré ses défaites. Et en France, malheureusement, le problème qu'on a, c'est que une défaite, 2 défaites, ça y est, lui, c'est fini. Lui, donnez-lui de la force. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'on a encore plus besoin de force. Le combat, il est serré. Non, il perd. Mais attendez, lorsqu'on est à l'étranger, on se fait voler combien de fois? Là, on est en France, vous nous dites truc. Non, donnez de la force aux mecs parce que c'est un sport où il n'y a pas énormément d'argent. Il faut dire aussi ce qui est. On met notre vie en
en danger. Hein. Chaque année, il y a énormément de combattants qui perdent leur vie dans le ring. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Donc je pense qu'on a besoin de plus de force qui soit un peu plus compréhensible. Une carrière, ça se construit. C'est pas dès notre premier combat qu'on va faire un championnat du monde. Ça se construit step by step. Et puis voilà. Après, ça, c'est une partie du public. Attention, il y a un public qui est derrière nous, qui nous envoie énormément de force. Et ça fait toujours plaisir. C'est la mentalité ambiante dont tu parles. Mais quand tu vas aux États-Unis, toi, par exemple, t'entraîner, comme tu le disais, tu as beaucoup tourné avec Mario Barrios, par exemple, et avec beaucoup d'autres boxeurs. En fait, qu'est-ce que tu vas chercher, toi? C'est des techniques d'entraînement ou alors c'est justement cette mentalité dont tu parles et qui manque en France? Aux États-Unis, je vais chercher déjà l'adversité, sortir de ma zone de confort, chercher les sparring, parce que là-bas, les mecs mettent les gants 3 mois avant et puis 3 mois après, ils se rencontrent sur le ring. Il n'y a pas ce côté-là où en France, tu vas appeler un mec de ton adversaire, un mec qui est dans la même catégorie que toi. Ah non, je veux pas. Ah, je préfère éviter. Mais on va pas se rencontrer. Un sparring, en fait, c'est un échange. Ouais. C'est un échange. Pour moi, c'est vraiment un échange entre deux personnes qui vont essayer de progresser. Et puis voilà, on n'est pas là pour détruire le mec, on est là pour travailler. C'est un travail entre deux professionnels. Et aux États-Unis, c'est un vrai métier. C'est ça qui fait la différence. Ouais. C'est un vrai métier. Après, oui, on les paye, on paye les sparring et autres. Mais moi, c'est ce que je vais chercher surtout aux États-Unis. Après, on compte pas les heures là-bas. En France, on a la version associative. Une salle, on a des créneaux horaires par-ci, par-là, 2 heures. Le coach, il est préparateur physique, il est préparateur mental. Il doit travailler à côté et puis il doit gérer sa vie de famille. Aux États-Unis, chaque personne a son corps de métier. Il y a un mec qui est là, qui te donne de l'eau, qui t'essuie avec la serviette. Il y a le cutman, il y a le coach, l'assistant coach, le 3e assistant coach. C'est vraiment un vrai métier aux États-Unis. On y tend à arriver à ça en France, tu crois, Baba? Bah écoute, moi ça fait... Je suis pas jeune, hein, mais moi ça fait 30 ans qu'on me dit qu'on tend à y arriver, donc j'ai tendance à moins y croire maintenant, je vais pas mentir. On m'a toujours dit que ça se professionnalisait et qu'on y arrivait. La vérité, c'est que non. Je croyais que tu avais 30 ans, Baba. J'ai 30 ans. Ah, d'accord. Faut pas le dire aux autres, j'ai 30 ans. Mais non, j'ai pas envie d'être cynique ou quoi, je suis juste pragmatique. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Ouais. On a pas mal de manquements encore à ces sujets-là. Tu vois, on l'entend, le fait de pas comprendre que c'est un métier et que ces échanges-là sont importants et que de participer au camp d'entraînement d'un boxeur qui est dans ta catégorie mais qui est en avance sur toi dans sa carrière, ça veut pas dire que derrière tu pourras pas l'affronter, que tout est terminé, etc. Donc il y a pas mal de choses en termes de mentalité. On les aide pas, on n'aide pas les coachs, on n'aide pas les clubs. Il se passe des choses aussi. On refuse le changement, on refuse l'évolution, et je dis vraiment refus. Donc ouais, moi je peux pas. C'est compréhensible que des mecs comme Suleiman, des mecs comme Christian, des mecs comme Tony. Ouais, parce que en fait, tu vas chercher tous ceux qu'on cite sont allés à l'étranger. Oui, et d'ailleurs, même un de ceux qui brille actuellement et qui est encore en France, Bakary Samaké, en fait, dans tous ses discours, il s'entraîne chez son père, donc il est aussi un petit peu préservé. Mais dans tous ses discours, il parle des États-Unis et c'est vraiment quand il y va, il dit mais là-bas c'est un truc de fou, quoi, les sparring, la mentalité, tout ça. Enfin voilà, même un mec comme lui, en fait. Qui est franco-français pour l'instant, bah non, il se dit que c'est là-bas que ça se passe. C'est ça qui est un peu triste aussi pour la boxe ici. Oui, après, attention, en France, on a de très bons coachs. On a de très bons boxeurs. Le niveau des coachs, c'est exceptionnel. C'est l'atmosphère générale. Absolument, c'est l'atmosphère qui ne va pas. Le niveau, moi je le répète constamment, sûrement parce que je suis coach, mais le niveau en termes de coaching en France, il est exceptionnel. Je le vois tout le temps, je le vois au quotidien. Il y a des mecs que personne ne connaisse, c'est des coachs exceptionnels. Le niveau, le talent, l'apprentissage, j'ai passé mes diplômes fédéraux, nationaux même. Donc les enseignants, la qualité de l'enseignement, elle est top. C'est derrière. Ce qui se passe derrière en termes de moyens pour qu'on puisse progresser. On fait, j'ai envie de te dire la vérité, comme Suleiman, comme d'autres, on arrive à des niveaux de championnat du monde avec une caisse à outils. C'est ça. C'est vraiment ça. Ce qui peut permettre de valoriser aussi encore plus la performance des Français lorsqu'ils arrivent au très très haut niveau. C'était hyper intéressant. Du coup, on a fait 10 minutes là-dessus. On va parler maintenant du combat de Tony. Mais merci Souley en tout cas pour ton retour d'expérience aussi, parce que c'est vrai que ça mériterait un Fighter Club entier avec aussi d'autres avis, peut-être des personnes qui vont penser l'inverse de ça. Mais en tout cas, débat et témoignage de Souley, toi Baba aussi, hyper intéressant à ce sujet. Tony, du coup, il était samedi soir à la Dizas Arena de Paris contre le russe Yaliev, un poids lourd dangereux qui était mieux classé que lui avant le combat. Peu connu parce que c'était son premier combat en dehors de Russie, mais quand même 16 victoires avant ce fight, 10 victoires avant la limite. Déjà, moi,
à partir du moment où il est rentré, alors on peut le dire facilement maintenant qu'on a vu la victoire, etc. Mais j'ai senti un sourire assez concret quand il rentre dans la salle, une aisance, une confiance que j'avais pas forcément ressenti dans ses combats précédents. Je sais pas si l'un et l'autre c'est votre sentiment. Ouais, en tout cas, moi je l'ai senti. La première information, elle était là. Un retour en France, après tout ce qui s'était passé, ça pouvait être compliqué, mais je l'ai senti serein. Moi, j'ai senti serein, confiant. Après, c'est des interprétations qu'on fait tous. Maintenant, ça fait suffisamment longtemps qu'on est dans le milieu pour quand même savoir interpréter les bonnes choses. Et il avait l'air content d'être là. Ouais. Et c'était une première bonne information. Ouais. Il était content. D'accord. Ouais. Ouais, il toi, était tu peux, content. toi, tu peux carrément nous le dire s'il l'était. Ouais, parce non, que tu dois le sourire savoir. avant de monter sur le ring, etc. Non, il était même avant le combat, etc. Non, il était dans son combat. Il était vraiment dans son combat. Du coup, le combat, il part sur un rythme qui est plutôt à l'avantage de Tony, c'est plutôt lui qui donne le rythme. Et d'ailleurs, tout de suite, le Russe, il essaye de jouer aussi un petit peu à l'intox, il demande de l'action alors que lui-même n'en donne pas. Mais dès le début du combat, c'est quand même Tony qui va imprimer le rythme et qui va essayer de trouver des ouvertures en se mettant dans le combat. Mais ouais, et puis j'ai envie de dire un peu comme on son habitude. C'est vrai qu'on parle pas assez du profil technique de Yoka, mais c'est quelqu'un qui est assez agressif et il aime bien démarrer rapidement. Donc tout de suite, c'est lui qui prend le centre du ring et qui essaye d'établir avec son bras avant quelque chose et d'impacter, tu vois. Donc les premiers jabs fonctionnent bien, le doublé du crochet du bras avant fonctionne bien. On sent qu'il est bien rentré dans son combat de base, Tony. Ouais. C'est Fabrice Thiozo au commentaire sur Canal+, il souligne lui aussi qu'il aime bien l'attitude de Tony. Il l'a beaucoup commenté, il le connaît bien. C'est toi aussi au bord du ring ce que tu sens, une attitude qui est conquérante aussi techniquement et dans la boxe pure au début du combat. Ouais, carrément. Carrément, il est bien rentré dans son combat, comme le dit Baba, avec son bras avant. Il touchait vraiment bien et nettement. Il a pris le centre du ring, le doublé du crochet gauche aussi. Non, il était bien. Surtout les deux premiers rounds, il nous a fait deux bons rounds. Ouais. Et justement, vouloir garder le centre du ring, est-ce que ça n'a pas été un petit peu quelque chose qui lui a poussé à prendre plus de coups parce qu'il restait, je trouve, pas mal en face de son adversaire et du coup il n'était pas assez mobile, donc c'était peut-être un peu plus simple pour Yaliev de pouvoir cadrer Yoka dans ces moments-là. Ouais, moi après c'est peut-être aussi quelque chose à voir avec sa prise de masse et peut-être des choses qu'il voulait expérimenter, mais c'est vrai qu'on l'a senti qu'il n'avait pas spécialement envie de désengager, donc il prenait l'initiative de rentrer un peu à l'intérieur, de frapper, et ça marchait bien avec son bras avant encore une fois, mais c'est vrai qu'il désengageait pas spécialement. Moi, en tout cas factuellement on l'a vu, et donc ça permettait aux Russes de pouvoir aussi contre-attaquer et de poser les mains sur Tony et de toucher. Moi la question que j'aurais pour toi Souleymane, c'est que en fait on a un Tony différent, parce qu'il y a le Tony longiligne, grand, qui boxe à distance et qui a une belle boxe, et puis il y a ce Tony là qui veut frapper fort, qui veut mettre de l'impact, qui est plus puissant et qui veut pas désengager encore une fois. Toi, par rapport à ton regard à la fois de pote, de coéquipier, puis aussi de boxeur, qu'est-ce que tu penses est-ce que cet ajustement pour toi c'est le bon en termes de tactique? Honnêtement, moi je pense que s'il serait resté comme il a commencé les deux premiers rounds, le combat il aurait été entre guillemets beaucoup plus facile. Ouais. Parce qu'il touchait avec son bras avant, et derrière il bougeait un peu, etc. Et le fait de s'être rapproché du mec, je pense que ça a un peu rendu le combat un peu plus difficile. Après, il faut savoir qu'il s'est pété le tympan au deuxième ou troisième round. C'est des choses. Donc voilà, il y a les petits trucs qu'on ne sait pas trop. Et je pense que ça joue aussi un peu. Et voilà, moi je pense que le combat il aurait vraiment pu être encore beaucoup plus facile que ce qu'il a été. Il a aussi, on le voyait sur les stats qui étaient proposés pendant les interrounds, il y a pas beaucoup de variations, il tape beaucoup au visage, hein, Tony. Il y a très peu de coups, je crois qu'il y a moins de 10 coups qui sont au corps sur l'ensemble du combat. Est-ce qu'un peu plus de variation, ça aurait aussi pu aider Tony à déstabiliser, à un petit peu faire Yaliev baisser sa garde et du coup pouvoir taper au visage? Est-ce que taper au corps, ça aurait été une option pour pouvoir changer le combat? Il a mis beaucoup de directs du bras avant au corps. Il en a mis beaucoup, 10, ça paraît très peu, 10 ouais, mais sur l'ensemble du combat, il y a très peu de coups qui passent sur le corps. Ouais. Ok, en tout cas, je sais que le jab, il le mettait beaucoup en direct du bras avant, ça passait, il fallait suivre avec la droite, il a fait une ou deux fois et ça a bien touché. Mais sinon, en dehors de ça, oui, c'est vrai que le travail au corps chez les poids lourds, ça paye. C'est ce que mon coach le dit, c'est que très peu de poids lourds travaillent au corps. Ouais. Et lorsqu'on travaille au corps très tôt, en fin de combat, en général, on baisse physiquement. Ouais. Tandis que le Russe, il a quand même travaillé au corps, pas mal travaillé au corps. Et je pense que ça a payé sur la fin de combat parce que Tony était un peu plus moins frais. Notamment sur le dernier round. C'est vrai que Tony, sur le tout dernier round, on sent qu'il a plus forcément la caisse. Alors, est-ce que cette prise de poids dont on a beaucoup parlé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été assez virales aussi, on voit Tony qui mange 15 œufs dans la journée ou 15 œufs sur la matinée, du coup ça a pas mal tourné. Finalement, j'ai entendu Jean-Philippe lui
statistiques et dire que Tony, il avait que 3 kilos de plus par rapport à une pesée comme celle contre Takam. Donc est-ce qu'il y a eu un changement physique réel pour Tony pour ce combat? Toi, comment tu l'as vu, toi Moi, je pense qu'il y a eu un changement physique parce Ouais. qu'il est quand même beaucoup plus dense. Hein, on Ouais. le voit, il est quand même beaucoup plus dense massif, qu'avant, ouais. beaucoup plus massif. Après, de là à dire 15 kilos, je sais pas. Ça a Bah, été dit un peu sur le- c'est un peu la com qui a été faite autour du Ouais. combat. Ouais, il a pour pris ça, un peu plus de poids. Ça lui sert pas, je sais pas. C'est que ce qu'il a montré en tout cas, c'est que oui, il a encaissé aussi pas mal. Ouais, Il était ouais. beaucoup plus présent, même physiquement, il était beaucoup plus présent, qu'il encaissait pas mal de coups, etc. Mais on fait de la boxe. Le but, c'est pas que d'encaisser, c'est vraiment de faire quand même attention aux coups, surtout dans ces catégories-là des poids lourds. Ouais. Il a eu un bon adversaire. Il a eu C'est un ça, bon adversaire c'est face à lui. C'est clair. Bah, il l'a dit, c'était pas un manchot. Pareil, dans l'interview d'après, et c'est vrai, Baba, en fait, comme on le connaît pas et qu'il a pas fait de combat en dehors de la Russie avant de combattre Yoka, donc maintenant, tout le monde va le connaître, en tout cas ceux qui suivent la boxe, mais c'était pas un manchot. Et en plus de ça, il a quand même été très dur avec Tony. C'était pas un faire-valoir, en fait. Non, pas du tout. C'est un combattant qui est venu pour gagner, qui voulait protéger son record. Je pense qu'il a vu une très belle opportunité de se faire un nom. Il s'est dit, c'est parfait, tu vois. Si j'arrive à accrocher à mon tableau de chasse un champion olympique et en plus chez lui à Paris, ça lui ferait monter son profil. Donc il a vraiment tout tenté pour gagner ce combat-là. Il a été dangereux jusqu'au bout. Moi, quand Tony il a annoncé ce combat-là, je me suis dit, c'est un gros risque pour un retour à Paname. C'est un gros risque parce que c'est un adversaire dangereux, surtout quand tu regardes ses combats précédents. Tu sais que c'est quelqu'un qui vient pour terminer les combats. Donc ça s'est vu qu'il était dangereux jusqu'au bout. Ouais. La preuve, c'est qu'il y a pas mal de gens qui le voient gagner. Donc c'est vraiment un boxeur compétent qui était là. Il y a pas mal de gens qui le voient gagner. Bon, il y a un arbitre qui donne quand même 8 rounds à 2. Celui-là, c'est un petit peu, c'est trop large. C'est un petit peu excessif. mais par contre, comme on le disait tout à l'heure, si on note 94-96, je pense que c'est peut-être la carte qui arrivera pour la majorité des personnes. Tu disais même que Tony voulait aller chercher le KO, il pensait pouvoir aller chercher le KO. À quel moment tu penses qu'il a abandonné cet espoir dans le combat? À quel moment il a senti que physiquement, ça allait quand même être compliqué face à Yaliev? En fait, il a vu aussi l'attitude de son adversaire. Hein. Moi, je le voyais dans le coin. Parfois, il le regardait, il lui souriait, etc. Donc, il encaissait beaucoup. On connaît les Russes, les Dagestanais, ce sont des personnes solides. Il était solide du début jusqu'à la fin. Même quand le public s'enflammait, il était là. Il montrait qu'il était très présent. Et au fur et à mesure des rounds, tu te rends compte que le mec sera beaucoup plus compliqué que de le coucher, quoi. Ce qui a déjà été reproché à Tony, c'est quand même ce manque de combinaison. Et c'est vrai que même Brahim, il y avait une vidéo qui avait beaucoup tourné aussi dans le vestiaire ou à la fin d'un combat, il lui dit t'aurais pu faire ça, il lui passe un petit savon, mais avec toute bienveillance et avec ce rôle de grand frère qu'il a pour pas mal d'entre vous. C'est vrai que parfois on aimerait que Tony puisse mettre 1 ou 2 coups de plus pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé, en fait. Ouais, honnêtement, ça dépend de ce que tu voudrais voir, entre guillemets. On a tous, je pense, une opinion par rapport à ce que un boxeur comme Tony développe sur le ring. Moi, je l'ai toujours vu comme un combattant. Alors, je vais donner un style pour que les gens puissent comprendre. Ne coupez pas la vidéo pour dire, voilà, une fois que c'est dit tout ça, quelque chose à la Mohamed Ali, c'est-à-dire boxer très à distance, sur le bras avant, sur les déplacements, sur la mobilité. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai perçu. Maintenant, lui, il a une idée différente de ce qu'il veut faire sur le ring. C'est pas à moi de dire tu devrais faire comme ça ou comme ça. Donc, c'est vrai que si tu as une perception différente, Charles, je suis d'accord avec toi. Tu dirais que tu veux le voir finir. Alors que moi, en vérité, quand je le regarde, Tony, et que je le vois rentrer à l'intérieur, je me dis, ok, là, il faut désengager. T'as mis tes 2 coups, bam, bam, ressort, bouge et rend le fou. En fait. Mais du coup, manque de mobilité, toi, ce que tu as vu, c'est un manque de désaxement, un manque de mobilité à ce moment-là. Moi, je dirais qu'il faudrait, peut-être un peu plus. Si en tout cas, me demander mon avis, oui, je pense que sur la mobilité, sur les mouvements de buste, de tête, de chercher encore une fois, faire proche de ce que Souleymane fait en fait contre un mec comme Kamel Ouskas, je crois sincèrement que c'est quelque chose que Tony saurait faire et qu'il a le bagage technique pour le faire. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et quelque chose que chez les poids lourds, par exemple Tyson Fury fait bien, les mouvements de buste, les esquives, donc pour un mec qui est très lourd, c'est aussi possible, donc peut-être qu'il y a une base de travail là-dessus, Souley, pour Tony. Ouais, parce que parfois il restait face à l'adversaire, donc l'adversaire revenait en uppercut, etc. On l'a vu une fois quand il s'est fait bien toucher sur l'uppercut. Donc voilà, il faut faire un peu attention à ça parce que, comme je l'ai dit, les coups, ça nourrit pas. Donc un gros travail du buste, bouger un peu. Et puis voilà, après, je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur ses épaules. Hein. Il y a beaucoup de pression derrière ses épaules. C'est clair. C'est pas évident de boxer à la maison, un retour après 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, 18 mois. 18 mois, c'est ça.
Ouais, presque deux, pas. deux combats faits en Angleterre, C'est ça. et c'était le combat contre Mary et le dernier à la maison. Ouais. C'était en décembre 2023. C'est ça. Mm. Donc voilà, je pense que ça va lui faire du bien à la tête, ce combat-là. Ouais. Là, il va annoncer un très gros combat qui va arriver aussi. Donc je pense que c'est du positif pour la suite. Alors justement, le futur pour Tony Yoka, tu sais toi déjà ou pas? Bah, le combat qu'il va annoncer, tu le connais toi? Bah, d'après ce que j'entends, de ce que je sais, normalement c'est face à Joe Joyce. D'accord. Joe Alors c'est Joyce, ça, l'anglais. ça lui met, il a commencé à en parler un petit peu. Donc c'est l'anglais qui avait été l'adversaire de Tony Yoka en finale des JO en 2016. Tony Yoka l'avait emporté. Il s'était rencontré 3 fois en tout, je crois, chez les amateurs. 2 victoires pour Tony et 1 pour Joe Joyce, si je dis pas de bêtises. C'est le combat que tu aimerais voir toi ou pareil, je voyais des interviews de Fabrice Tiozzo en 2017, je crois, donc 1 an après les JO, qui disait faut pas donner tout de suite des champions du monde à Tony Yoka parce que tout le monde voulait le faire monter, y compris avec la conquête montée par la chaîne Canal+ et lui-même. Est-ce que c'est pas trop tôt après ce combat qu'il l'a rassuré pour aller prendre tout de suite un aussi gros nom comme Joe Joyce? Ouais, bah, aujourd'hui, Joe Joyce, il est quand même sur 2 ou 3 défaites d'affilée aussi. Donc, je pense que c'est le bon moment pour le prendre. Okay. Ça fait déjà un certain moment que Tony est prêt à rencontrer Joe Joyce. Hein. C'est des boxeurs qui se connaissent bien. Moi, j'ai vu pas mal de sparring entre Tony et Joe Joyce et Tony était vraiment clairement au-dessus. Ouais. Après, bon, la boxe professionnelle, c'est différent, c'est autre chose. Il est quand même très puissant, Joe Joyce. Mais honnêtement, en toute transparence, je pense que Tony a les armes pour battre Joe Joyce, mais il faudra être bien, il faudra être encore mieux. Et Joe Joyce, c'est un boxeur, on le connaît, qui continue d'avancer, qui rentre dedans, qui est très solide, imposant physiquement, donc il faudra être prêt à 100%. Ouais, Baba, ton avis, est-ce que c'est trop tôt pour faire Joe Joyce? Bah, c'est peut-être trop tôt, oui, par rapport à son retour au premier plan à Tony. Et en même temps, comme le dit Souleymane, si tu veux prendre un Joe Joyce, c'est peut-être maintenant qu'il faut le prendre, tu vois. Donc, sachant que, encore une fois, par rapport à ses compagnons de Jeux Olympiques qui sont passés professionnels, il y a Filip Hrgović qui a perdu qu'une seule fois, qui a réussi derrière justement à battre Joe. Donc lui, en tout cas, il s'est mis dans des positions intéressantes. Je sais aussi qu'Hrgović, il veut venger sa défaite de la demi-finale olympique contre Yoka. Donc sachant qu'il va être maintenant avec Frank Warren, Tony, c'est ce qu'il a annoncé en tout cas. Donc ça veut dire qu'on regarde tous ces mecs-là maintenant. Tous ces mecs-là qui combattent régulièrement en Angleterre, ces poids lourds-là, il y en a beaucoup. Et si jamais tu dois combattre là-bas, il faut être pragmatique, il faut regarder les faits en face. Bah, l'adversaire le plus indiqué, ça va être Joe Joyce. Ça, c'est vrai, ouais. Donc maintenant, il faut voir. Moi, est-ce que je préférais qu'il fasse un turn-up, comme on dit, un autre combat avant de prendre un Joe Joyce? Honnêtement, ouais. Si c'est mon avis perso, je te dis oui. Maintenant, si l'opportunité est là et qu'il souhaite le faire, bah, il faut y aller. Tu crois que ça l'a libéré parce qu'il est plus en contrat avec Canal+ aujourd'hui? Alors, il y avait eu beaucoup d'argent autour de ce contrat. Je crois qu'il y avait 1 million à la signature, derrière 250 000 € par combat avec ce contrat Canal+. C'était son dernier contrat, son dernier combat sous contrat Canal+. Est-ce que tu crois que ça lui donne quand même une certaine liberté qu'il est content de retrouver? Oui et non. Après, je sais que là, ce qui est bien, c'est qu'il a signé avec Frank Warren, qui est aujourd'hui l'un des plus puissants promoteurs au niveau mondial. Donc, ça va lui donner des combats qui vont être bankable, hein, des combats où il va y avoir énormément d'argent. Après, je pense que c'est la pression globale, la pression générale qu'il y a eu tout autour de ce contrat, les gens, etc. Là, je pense que ça va lui faire du bien de continuer à avancer, en France ou pas, mais en tout cas de continuer à avancer dans sa carrière avec un promoteur qui est vraiment très puissant. Frank Warren, c'est vrai qu'il peut l'amener très haut et c'est vrai que Tony lui-même a dit que s'il était à 100% de ses capacités, il pourrait monter très haut. Il est encore jeune pour un poids lourd, donc il y a encore de belles années qui peuvent l'attendre si le travail est fait à l'entraînement. Et le seul piège, c'est que Frank Warren, c'est un Anglais. Il va favoriser ses boxeurs anglais. Donc voilà, faudra faire attention que Frank Warren n'utilise pas Tony pour faire monter ses boxeurs. C'est le seul petit. Voilà, et j'ajouterais qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, même si il n'est pas signé avec Frank Warren, il est signé avec le rival de Frank Warren, qui est Eddie Hearn chez Matchroom, mais on a un ancien adversaire de Tony, David Allen, qui juste quelques minutes avant Tony, a remporté une victoire éclatante contre un prospect anglais, alors que Dave Allen, qui avait battu Tony et que tout le monde avait traité de plombier, je vais le redire parce que c'est important, alors que c'était pas un plombier du tout, il a fait une descente aux enfers et là il vient de remonter. Donc tu vois, il y a des choses qui pourraient être intéressantes à faire, même si Tony veut peut-être pas revisiter ce combat-là, mais pour son arrivée en Angleterre, moi je trouve que tu vois, il y a des options intéressantes.
Des options intéressantes pour Tony Yoka, il y en a énormément. Il y en a aussi pour Souleymane Sissoko qui a été l'invité du RMC Fighter Club pendant 1 heure. Du coup, on a fait un petit peu plus long même que ce qu'on pensait faire alors qu'on avait un seul invité et pas 2. Merci Souley, c'était hyper intéressant. Évidemment, on te souhaite tout le meilleur. Le Français le plus proche actuellement de remporter une ceinture de champion du monde. Tu l'as dit, ça pourrait être potentiellement, si les planètes s'alignent, contre Manny Pacquiao en 2025. Quoi qu'il arrive, tu es le challenger officiel de cette ceinture WBC. Merci Souley d'avoir été avec nous. Merci Charles, merci Baba. Merci à toi. On reparlera bien sûr de tes combats et de ceux de Tony Yoka dans le RMC Fighter Club. Baba, merci à toi encore une fois d'avoir été à mes côtés. Merci Charles, comme d'hab. On se retrouve très vite dans le RMC Fighter Club et merci à Arthur Robert d'avoir préparé cette émission à nos côtés. À très très vite et ciao dans le RMC Fighter Club. On se retrouve très vite. RMC Fighters Club.